monsieur Alexandre Ferry, qui êtes-vous? Bonjour, je suis le fondateur et puis le dirigeant d'Open Airlines, hein, qui est une société toulousaine qui permet aux compagnies aériennes de réduire leur empreinte carbone, réduire leurs émissions de carburant grâce au digital, en fait, grâce au big data et l'intelligence artificielle. Et on aimerait savoir, quel est votre parcours scolaire? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver, ici? Ouais, alors moi, mon parcours, euh, avant même les études, en fait, j'étais un geek avant l'heure en informatique, hein, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'étais très attiré par les ordinateurs quand ça existait presque pas. Et j'en ai eu un à 12 ans et j'ai vraiment plongé dedans. Et adolescent, j'ai programmé, beaucoup programmé, et même écrit un langage de programmation qui avait été publié par Apple à l'époque. Ensuite, j'ai fait prépa, hein, et une école d'ingénieur. J'ai fait l'école centrale Paris. Et puis par la suite, j'ai commencé à travailler dans l'informatique, d'abord aux États-Unis, à New York, chez IBM Research. Puis après, je suis revenu en France travailler chez Alcatel, qui était un des leaders des télécoms. Et puis ensuite, je suis arrivé à Toulouse et j'ai travaillé à Air France. Et c'est là que donc, j'ai découvert l'aéronautique. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, marier l'aéronautique et l'informatique. Et puis après, je me suis lancé parce que c'était une idée depuis que j'étais adolescent, justement, de monter mon entreprise. Et je me suis dit qu'il était temps. Et donc, j'ai lancé mon entreprise en 2006 pour fonder Open Airlines. En 2006, OK. Ouais, c'est quand même, pas très récent. Et comment vous l'avez lancé? Est-ce que, est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Alors, en fait, je l'ai lancé avec une idée un peu vague, en fait, avec surtout l'envie d'entreprendre, hein. L'envie d'entreprendre, mais je l'ai lancé en voyant que ce que je savais faire en informatique pouvait être utile aux compagnies aériennes, qu'on pouvait optimiser leur opération, mais je n'avais pas encore mis un focus sur l'environnement. Donc, je suis parti tout seul, en fait, avec très très peu de moyens. Donc ça a été difficile, hein. Euh, donc j'ai démissionné d'Air France, donc j'avais pas d'aide, pas de chômage, de choses comme ça. J'avais juste 20 000 euros de côté. Donc un démarrage finalement avec très très peu de moyens et j'ai commencé par du service. Mais c'était un petit peu l'idée parce que je voulais me mettre un peu en danger, partir de rien et voir si j'arrivais à faire quelque chose en partant de rien un petit peu. Euh, et puis j'avais quand même l'idée de faire des logiciels. Donc je commençais à faire du service parce que quand on n'a pas d'argent pour investir, on ne peut pas travailler en R&D pendant des années avec 20 000 euros. Euh, donc j'ai fait du service, mais je voulais faire du logiciel. Et j'ai commencé à travailler plutôt sur des problématiques que je connaissais, qui étaient les problématiques de planning des personnels navigants, pilotes, hôtesses, stewards. Mais j'ai rapidement bifurqué sur cette idée de l'environnement parce que, à titre personnel, j'y étais sensible, hein. Je suis un amoureux de la montagne. Je faisais beaucoup de ski de rando, d'alpinisme à l'époque et je voyais que euh, les environnements, les glaciers, etc., évoluaient à grande vitesse, hein. Donc je pensais que ça allait être un sujet de société. Je savais aussi qu'un avion, ça consommait beaucoup. Ça allait rattraper d'ailleurs l'industrie aéronautique. Il y avait quelques signaux avec des premières mesures de taxation du CO2 pour l'aviation en Europe. Et je me suis dit, ben, c'est le moyen finalement d'utiliser ce que je sais bien faire, l'informatique, dans un domaine que je connais, l'aéronautique, et vous disiez tout à l'heure, for good, eh ben, pour faire quelque chose, voilà, dont on peut être fier et qui donne un sens à son projet. Et par rapport à cette conscience écologique, est-ce que ça se manifeste aussi dans votre vie au quotidien, en plus d'Open Airlines? Oui, j'essaye de faire attention à pas mal de choses, hein. Des choses qu'on m'a appris tout petit, d'éteindre systématiquement la lumière, hein. Mais après, moi, je me déplace toujours en vélo, hein. Je vais au bureau en vélo et je dirais même depuis presque toute ma vie, je me suis presque toujours déplacé en vélo. Ça m'est arrivé de prendre la voiture parce que j'allais travailler loin, mais étudiant, j'étais en vélo. Euh, voilà, je fais attention aussi quand même à ce que je consomme. Par exemple, j'achète en général que des produits frais au marché ou voilà, chez les petits commerçants plutôt que les grandes surfaces. Bon, j'ai la chance d'habiter en ville. J'ai pas une grande famille, donc je peux le faire. Voilà, donc beaucoup de petits gestes comme ça. Après, rien d'extraordinaire, hein, mais Et c'est des petits gestes qui font, un tout.
Voilà, puis c'est la cohérence, hein. Oui, oui, c'est vraiment cohérent avec, votre entreprise. Ouais. Et dans Je pardon, dans oui, l'entreprise, on fait attention à être très cohérent. On a une mission, évidemment, où on réduit les émissions de CO2, on a d'ailleurs un très, très gros impact. Mais je dirais dans notre gouvernance, dans nos bonnes pratiques, voilà, on fait du tri, on compense nos émissions de CO2 parce qu'évidemment, on se déplace en avion, mais on compense systématiquement nos émissions de CO2 et les actions de reforestation via une association au Pérou. Voilà. Et les gens sont très engagés. Ça a beaucoup, beaucoup de sens pour eux et c'est très, très bénéfique pour nous. Ce n'est pas le but premier, mais en termes de recrutement, parce que voilà, on a des gens qui sont très alignés sur nos valeurs. et justement par rapport à votre entreprise, on aimerait en savoir un peu plus. Du coup, je vais laisser la parole à Marie. Oui, bonjour. Donc, je vais vous poser des questions en lien avec l'ODD 13, qui est, pour le rappeler, la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on aimerait en savoir plus sur votre logiciel. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus comment ça marche et en quoi ce logiciel lutte contre le réchauffement climatique, s'il vous plaît? Ouais, alors bien sûr, en effet, hein, le réchauffement climatique, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, hein, sur lequel on doit tous travailler parce que c'est une évidence absolue, voilà, que le réchauffement est là, qu'il est généré par l'homme, par les émissions de carbone. Donc je pense qu'on comprend bien tout ça. Et, euh, et donc je vous disais, ben, un avion, ça consomme quand même beaucoup, hein. C'est un gros engin qui se déplace vite, qui doit lutter contre la pesanteur, donc ça consomme beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'avions dans le monde, il y a 25 000 avions à peu près commerciaux, alors qu'il y a des milliards de voitures. Mais donc le transport aérien, ça représente à peu près 2 à 3 des émissions de CO2 dans le monde. C'est à la fois pas un grand chiffre important, mais c'est un chiffre qui peut augmenter vu l'augmentation du trafic. Et puis chacun doit faire sa part. Euh, et, euh, et en fait, nous, notre approche, c'est se dire que sans attendre la prochaine génération d'avions, c'est eux qui vont nous permettre, voilà, vraiment réduire les émissions de CO2. Mais sur tous les avions actuels, en fait, on peut être plus efficace en optimisant simplement les opérations. Donc nous, on regarde à optimiser finalement la préparation de l'avion par des actions de maintenance, par exemple des nettoyages du moteur à haute pression à une certaine fréquence. On va maintenir une bonne consommation au lieu qu'elle se dégrade dans le temps. Choisissant les routes, les plans de vol, on peut choisir des routes qui sont plus optimales, qui sont plus directes, qui sont moins encombrées, et du coup, on va moins consommer. Et dans le pilotage même de l'avion, en fait, le pilote a encore beaucoup, beaucoup de choses qui sont à sa main. Et il peut décider de faire des manœuvres ou des pratiques d'écopilotage ou pas. Et on va agir sur tous ces plans-là pour amener une réduction qui peut paraître modeste par rapport à ce qu'un Néo peut apporter par rapport à un Airbus classique. On va chercher 3 à 5%, hein, mais c'est facilement accessible, entre guillemets, et ça existe sur tous les avions actuels, il y a peu d'investissement, et la manière dont on fait ça, c'est qu'on exploite la donnée. En fait, on exploite notamment les données des boîtes noires, hein, qui la petite sœur de la boîte noire, plutôt que l'utiliser pour la sécurité des vols, ce qui a toujours été fait, hein, heureusement. Nous, on l'utilise pour voir si finalement l'avion a été préparé de manière optimale, le plan de vol a été préparé de manière optimale, et est-ce que le pilote a fait toutes les bonnes pratiques qu'il aurait pu faire sur ce vol-là. On fait des retours à tous ces acteurs-là, à la compagnie, et on identifie finalement des pistes de progrès et ils les mettent en œuvre. Et grâce à ça, donc, ils ont ces 2 à 5% d'économie de carburant, autant de réduction de CO2. Et puis, il y a un côté économique qui est important aussi parce que le carburant, c'est le premier poste de coût d'une compagnie aérienne. C'est près de 30% de leur coût. Donc, on leur propose d'être plus écologique tout en étant plus économique. Donc, évidemment, c'est imbattable un peu. Ok, très bien. Et est-ce que du coup, ce logiciel pour les trajets, c'est surtout pour des trajets pour réduire les émissions, c'est surtout pour des trajets longs ou des trajets courts ou vous faites les deux? Alors, on s'intéresse, oui, à tout type de trajet, hein, moyen courrier, court courrier, long courrier. On a observé qu'on avait à peu près, on s'est gagné à peu près le même pourcentage, qu'est-ce que soit le type de trajet. On ne les fait pas gagner tout à fait au même endroit, hein. En fait, on est plutôt assez fort, en effet, sur les phases de montée, décollage, euh, descente, atterrissage. Et donc, sur un avion qui va faire des courts courriers, on va agir plus souvent. Sur un avion qui va faire des longs courriers, là, on va plus s'intéresser à la phase de croisière parce qu'elle est longue et l'avion va avoir moins de cycles de décollage-atterrissage.
De même, on s'intéresse à tout type d'avions, les gros porteurs, des petits porteurs comme les Airbus A320 ou même des avions turbopropres comme des ATR, et on observe à peu près les mêmes pourcentages en termes de gains. Ce sera un pourcentage d'un chiffre plus petit si l'avion est plus petit, mais c'est à peu près le même genre de pourcentage. D'accord. Et merci. Et du coup, comment est-ce que le logiciel programme cette réduction de CO2? Comment ça se fait finalement, concrètement? Alors, oui, alors c'est assez un peu abstrait parce que c'est des logiciels, mais en fait, on a mis au point, on a travaillé lors d'un projet européen Clean Sky, qui est un grand programme sur l'aviation verte. On a été leader d'un des premiers appels à projets où on s'est associé avec des compagnies aériennes, notamment il y avait Transavia en France, et puis l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Et on a obtenu qu'ils nous partagent en fait les données de vol et on les a analysées avec des algorithmes donc de machine learning, d'apprentissage. En fait, on savait un petit peu ce qu'on voulait chercher. Hein. On voulait chercher en fait euh, des bonnes pratiques d'économie de carburant qui sont décrites, qui étaient connues, qui sont décrites par l'Association de transport aérien, qui sont décrites par Airbus, qui sont décrites par Boeing. Mais nous, on est allé chercher dans les données si on savait reconnaître s'ils les avaient fait ou pas. Et s'ils avaient fait la bonne pratique, est-ce qu'on est capable de calculer combien ça leur a fait gagner? Et s'ils ne l'ont pas fait, combien ils auraient pu gagner? On simule en fait. Et grâce à ça, ça donne des données très objectives sur où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer, parce que ça dépend de chaque avion, ça dépend de chaque réseau, de chaque route qu'ils opèrent ou de chaque approche. Pour vous donner des exemples concrets de bonnes pratiques, donc je citais en maintenance des nettoyages de moteurs à haute pression. En fait, au fur et à mesure qu'un avion vieillit, il s'encrasse un petit peu, il consomme un tout petit peu plus. Euh, En observant les effets via la donnée d'un nettoyage haute pression d'un moteur, on est capable de dire votre nettoyage haute pression, il vous rapporte tant et vous avez intérêt à le faire tous les 3 mois pour garder l'avion en condition optimale, par exemple. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est sur le choix des routes. En fait, depuis longtemps, les compagnies aériennes choisissent les routes pour choisir la route la plus courte, tenir compte des vents. Mais nous, on va un petit peu plus loin en regardant finalement les conditions réelles. C'est là qu'acquérir des millions de vols, ça nous donne un avantage. Parce que comme vous le savez, quand vous savez que le périph' à Toulouse à 22 heures, ce n'est pas la même chose qu'à 8 heures du matin. Que samedi matin, ce n'est pas la même chose qu'un lundi matin. Donc nous, on apprend ça en observant le trafic et on est capable de dire cette route, en fait, sur le papier, elle paraît la meilleure, mais le lundi matin, entre 8 heures et 10 heures, cette route qui arrive à Orly, ce n'est pas la meilleure parce que on vous met en holding, on vous met en attente, ou par exemple, on vous fait descendre bas assez tôt pour éviter, pour ségréguer le trafic, et un avion, plus il est haut, plus il est efficace en général. Donc, si dans la pratique, on vous fait descendre bas trop tôt, vous allez surconsommer et ça, ce n'est pas marqué sur le papier. Donc, on apprend du réel pour améliorer les choix. Et puis, les derniers axes, c'est des techniques de pilotage. Mais en fait, voilà, un pilote, il a encore le choix, dans certaines conditions, évidemment, parce qu'il est dans un environnement contrôlé, mais de décider à quelle altitude il accélère. Et s'il accélère plus ou moins tôt, il va consommer plus ou moins de carburant. Donc nous, on va lui donner des conseils là-dessus, selon les endroits. Ou une fois que l'avion s'est posé, il peut aller jusqu'au point de parking en gardant les 2 moteurs allumés, ou il peut, dès que les moteurs ont suffisamment refroidi, couper un des moteurs et continuer le roulage avec un seul moteur et il va consommer moins de carburant. Donc on va lui donner toutes ces informations pour l'inciter en fait à faire ça plus fréquemment. Ce qui rend compte, en fait, il a un logiciel qu'on appelle MyFuelCoach, qui est un peu comme, je ne sais pas s'il y en a parmi d'entre vous qui utilisent des assistants quand ils vont courir ou quand ils font du Oui, vélo, oui. Strava, des choses comme ça, en fait. Et là, c'est un petit peu ça, mais en fait, on va donner un feedback au pilote sur, là, ton vol, c'est super, tu as fait ça, ça a fait gagner tant de carburant. Là, tu aurais pu être un petit peu mieux, tu as oublié de faire ça. On est toujours très modeste, hein, parce que le logiciel il prend beaucoup de paramètres, mais il n'est pas dans le cockpit en train de prendre la décision. Donc, on dit toujours conditions permitting. Hein. De ce qu'on a compris, on pense que tu aurais pu faire ça et tu aurais encore pu gagner 30 kilos. Et du coup, d'un vol sur l'autre, on voit que ça a un gros effet d'amélioration en fait des techniques de la culture et des techniques de pilotage des pilotes. Donc c'est ça concrètement qui fait qu'ils économisent du carburant, qui réduisent leurs coûts, qui réduisent leurs émissions de CO2.
C'est tout un Ok, ensemble de petites choses qui cumulées, voilà, ok, ont c'est intéressant en tout cas. Et donc, dernière question par rapport à l'ODD. Est-ce que vous savez si d'autres avions ont aussi ce type de logiciel ou est-ce que vous êtes un des seuls sur le marché parce que c'est quand même une chouette idée. Oui, alors non, on n'est pas les seuls sur le marché. Quelque part, c'est rassurant parce que quand on est seul sur le marché, c'est peut-être que l'idée Oui, est... bien sûr. Mais non, on a des concurrents, il y en avait quelques. En fait, on était un peu trois startups à avoir un peu joué avec la même idée à peu près au même moment. Il y en a une qui s'est fait racheter assez vite, qui était petite, qui était un peu en retard, qui s'est fait racheter par Boeing. Une autre qui était à peu près de la même taille que nous, qui s'est fait racheter par Honeywell. Et aujourd'hui, c'est un peu nos concurrents, plus General Electric. Donc maintenant, on est un peu le seul startup là, dans cet univers racheté par des grands groupes. Ça nous convient parce qu'on pense qu'on est plus innovant, qu'on est plus agile, on est plus purement vert aussi parce que nous, on fait que ça, que les fuel efficiency, que voilà, on est très vert aussi dans notre ADN, dans notre gouvernance, etc. Et on voit que ça peut être aussi un critère de choix pour nos clients qui préfèrent s'adosser à un acteur très sincère là-dessus, qui va les aider aussi dans leur com, qui va... On essaie d'être beaucoup plus digital, beaucoup plus moderne. Mais on a des concurrents donc, qui sont devenus des acteurs, enfin, qui ont été intégrés dans les acteurs traditionnels, on va dire. D'accord. Vous Et êtes à plus plusieurs reprises. indépendant. Ah, vas-y. Juste, vous êtes plus indépendant du coup. Oui, on est plus indépendant. Je pense qu'on voilà, on a des décisions plus rapides aussi en termes de choix d'investissement. On est plus libre aussi en communication. Dans la vie, voilà, on adapte les nouvelles technologies, qu'elles soient du marketing digital, que ce soit l'intelligence artificielle, etc., sans doute plus vite que d'autres. On s'efforce de faire ça parce que bien, si on est plus petit et qu'on est plus mauvais, ça va pas marcher. Et à plusieurs reprises, vous avez parlé de gouvernance. Et en fait, c'est quel type de gouvernance? Plutôt environnementale ou c'est juste par rapport à l'entreprise en général? Alors, les deux, hein, on a au niveau de l'entreprise, moi j'ai des principes voilà, de gouvernance, voilà, de choses qui sont très décontractées, très simples, très directes, hein, pour promouvoir justement l'initiative, la proactivité, beaucoup de transparence. Hein. Donc, tous les chiffres sont expliqués à tous les employés, quoi, pour vraiment aussi les éduquer en termes d'entrepreneuriat. Je pense que c'est important et qu'ils soient tous acteurs. Et puis aussi beaucoup de gouvernance environnementale. En fait, on a eu la chance d'aller chercher un fonds d'investissement. En fait, en 2015, on est allé chercher justement de l'argent auprès d'un fonds d'investissement. Et on a été accompagné, on est toujours accompagné par un fonds remarquable qui s'appelle Alter Equity, qui est sans doute le premier fonds à impact en France, donc qui investit que dans l'investissement responsable, des entreprises qui ont une activité positive pour la planète et les gens. Et eux nous ont beaucoup fait progresser dans nos gouvernances en nous imposant notamment un business plan extra-financier. Donc en plus de leur rendre des comptes voilà, sur notre croissance, l'atteinte de nos objectifs financiers comme n'importe quel fonds d'investissement, on doit mettre en place du recyclage, on doit justement compenser nos émissions de CO2, on a ouvert notre capital à tous les employés, donc tous les employés participent sous forme de BSPCE, d'équivalent stock option. Voilà. On doit sensibiliser le public ou nos clients aux enjeux du réchauffement climatique. Donc, on a beaucoup de contenu éducatif et ils nous ont fait beaucoup progresser. Et je pense que c'est une manière très moderne de voir l'entreprise et du coup qui parle aussi beaucoup à nos employés et aux jeunes en particulier et aussi à nos clients finalement parce que on incarne un peu ça. Ok. Et donc, vous venez justement de parler de sensibilisation par rapport au réchauffement climatique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de sensibilisation justement que vous défendez? Oui, alors moi, on rédige beaucoup de contenu sur notre site web, d'articles de blog, où on va justement expliquer quelles sont les bonnes pratiques d'économie de carburant pour les pilotes. Hein. On va faire des petits guides. Parfois, on fait des guides un peu plus costauds. Là, on vient de publier justement un Fuel Book. C'est un bouquin de 70 pages qui résume justement toutes les bonnes pratiques qu'une compagnie verte, qui s'appelle The Green Airlines Fuel Book, peut mettre en place pour améliorer la maintenance de ses avions, améliorer la préparation des vols, améliorer le pilotage. Donc, contenu éducatif et qui est téléchargeable gratuitement sur notre site web. On est en train de publier toute une série d'articles sur la décarbonisation de l'aviation, où on passe en revue différentes technologies.
la nôtre qui utilise le digital, mais aussi toutes les autres, l'avion hydrogène, l'avion électrique, les enjeux, les biocarburants, voilà, pour créer un mouvement autour de ça. Et la dernière initiative qu'on vient de lancer la semaine dernière et dont on est fier, en fait, on a été labellisé par la fondation de Bertrand Piccard, par Solar Impulse. Et du coup, j'ai eu la chance de présenter ma solution à Bertrand Piccard pendant une discussion qui a duré une petite demi-heure. Et puis, il me dit, mais Alexandre, c'est vachement bien, votre truc, il faudrait faire un challenge des pilotes les plus engagés. Et là, on vient de créer le mouvement qu'on appelle Green Pilot pour fédérer tous les acteurs, tous les pilotes auto-engagés et se partager en fait ces bonnes pratiques et puis voilà, simplement avoir des bonnes vibrations vertes dans la communauté. Ok, mais c'est super. Eh bien, merci pour vos réponses. Et du coup, je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous parler, vous poser des questions sur l'entrepreneuriat. Voilà, merci. Donc, bonjour, on se demandait d'où vous êtes, comment à votre avis une idée peut naître? Est-ce que c'est de rencontres? Est-ce qu'il faut être créatif? Qu'est-ce qui fait qu'une idée émerge et qu'elle nous permet de lancer une start-up? Ouais, je pense que alors ça peut être différentes choses, hein. Pour moi, ça n'a pas été une rencontre. Je dirais à l'origine, c'est d'abord l'envie, une envie très très forte, voilà, d'entreprendre, hein, une envie un petit peu enfantine, je dirais, parce que quand j'étais ado, justement, que je programmais, hein, je voyais les histoires de Steve Jobs, ces gens-là, enfin, et envie de vivre ça, hein. Euh, donc d'abord l'envie de faire quelque chose, l'envie d'entreprendre. Et puis après, oui, je pense être créatif. Alors quand on a beaucoup d'envie, on réfléchit beaucoup et on est plus créatif, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai monté mon entreprise et que j'avais pas encore trouvé l'idée de l'environnement, je cherchais un peu les idées, mais je travaillais tout le temps. Tous les soirs, je lisais, je cherchais des choses. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement et l'aviation, j'ai téléchargé plein de papiers de la NASA pour comprendre ce que se passe, etc. Vraiment essayer de voir est-ce qu'on pouvait en faire quelque chose. Je me suis intéressé à la physique, je me suis intéressé au réchauffement climatique, j'ai suivi des cours en ligne. Enfin, voilà, donc quand on a l'envie, on passe du temps, et quand on passe du temps, ben, on trouve les idées pour peu qu'on soit un peu créatif. Je pense que je suis. On a été innovant dans notre logiciel, dans notre idée. On essaie d'être innovant dans la gouvernance, mais ça passe beaucoup par la curiosité, hein. C'est-à-dire que moi, je vous disais, je vais au bureau en vélo. Ben, quand je reviens en vélo, j'ai des idées. Le week-end, quand je me promène, j'ai des idées. Quand je dors, j'ai des idées. Et puis, je passe beaucoup de temps aussi à chercher, à lire. Donc, je pense que c'est très important. Après, pour d'autres personnes, ça peut être une rencontre, une alchimie entre deux personnes, parce que ça enrichit les idées. Moi, ça n'a pas été le cas. Maintenant, j'ai vraiment une équipe et il y a beaucoup d'idées de beaucoup de monde, mais ça a été plutôt un départ solitaire, hein. Mais voilà, l'envie d'entreprendre, hein. Ok, merci. Et quel trait de caractère, selon vous, enfin, quel trait de caractère ça vous a permis d'apprendre, d'entreprendre, ou alors un trait que vous avez déjà, mais qui a été amplifié par cette expérience? Alors, je dirais des traits de caractère qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut être optimiste, pas béatement optimiste, mais il faut être optimiste. Tous les entrepreneurs vous le diront. En fait, au début, c'est les seuls à croire à leurs idées, hein. Et moi, d'ailleurs, même quand je décrivais ce que j'étais en train de faire, même à des spécialistes d'Air France qui connaissaient très bien ce problème-là, ils me disaient, mais je ne comprends pas l'intérêt de ton truc, je ne vois pas à quoi ça peut servir, etc. Donc, souvent, on est seul à y croire, hein. Et il y a une dose d'optimisme, il ne faut pas trop se tromper, mais après, il faut avoir de la résilience, hein. Je pense qu'il faut résister au stress parce que ben, on ne sait pas, au début, on ne sait pas du tout ce quoi sera fait la fin du mois, hein. Puis même quand on a des années derrière nous, quand on a une crise comme Covid, je dirais il faut quand même aussi avoir un peu résister au stress parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de responsabilités. Après, moi, les traits de caractère que ça m'a permis d'acquérir, il y a des choses auxquelles ouais, ça m'a vraiment fait progresser. D'ailleurs, j'encourage tout le monde enfin, ceux qui ont envie à entreprendre, parce que même s'ils échouent dans leur projet, ils vont être une meilleure personne, ils vont apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Je veux dire, leur CV va s'enrichir. Et moi, j'étais pas forcément très timide, mais j'étais pas non plus très extraverti. J'avais un peu de mal à aller démarcher, à aller voir les gens, pas forcément à l'aise m'exprimer devant du monde ou en public. Et ça m'a vraiment fait enlever des barrières. Euh,
Donc, je dirais que voilà, ça m'a ouvert beaucoup à échanger avec les gens, à aller voir les gens. Ça m'a ouvert beaucoup par les échanges internationaux parce qu'on a vendu notre solution dans une trentaine de pays. Donc, j'ai voyagé dans des pays, je ne savais même pas les placer sur la planète, hein, honnêtement, certains. Donc, ça m'a appris des cultures. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup ouvert et je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant sur tout ce qui est communication, vente commerciale, parce que j'étais quand même très ingénieur. Et quelles ont été vos principales difficultés, enfin les difficultés que vous avez rencontrées? Qu'est-ce qui a été difficile dans cette expérience? Alors, ce qui a été difficile, c'était un peu mon choix au début parce que je voulais un peu être dans cette difficulté de partir de rien, mais c'est quand même pas une très bonne idée. Il faut mieux partir peut-être à plusieurs. Il y a la solitude et puis peu de moyens, donc très sous-financé en fait. Hein. Donc, en tout cas, c'est pas le moyen le plus rapide. Hein. Ça, c'est certain parce que du coup, il faut construire petit à petit. Donc, aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner ou si je devais le refaire, j'essaierais peut-être de le faire autrement. La situation n'est pas pareille aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'argent disponible avec des venture capitalistes que quand j'ai monté, même si ça reste très sélectif et c'est pas facile d'aller le chercher. Mais voilà, j'irai chercher de l'appui plus tôt, j'irai m'entourer plus tôt, voilà, j'irai chercher de l'aide plus tôt que le faire un peu seul pendant aussi longtemps. Et ça, c'est un des points aussi qui est difficile. On reste un peu seul devant beaucoup de décisions. Alors maintenant qu'il y a des investisseurs, maintenant que j'ai une équipe de management plus senior, je partage beaucoup de préoccupations, mais ça, c'est pas facile pour l'entrepreneur. Hein. Puis évidemment, il fait des erreurs quand il est seul, mais aussi il a tout le poids sur ses épaules. Hein. Donc, voilà, Et, pardon. ça, Et c'est quelque chose que je ferais différemment. Ok, merci. Et au contraire, qu'est-ce qui a le plus marché? Qu'est-ce qui a été plus gratifiant pour vous? Moi, ce qui est le plus gratifiant, c'est d'avoir vraiment construit une équipe. D'ailleurs, c'était un peu aussi la volonté. Moi, donc, j'étais à Air France, qui est une superbe entreprise, mais je m'y sentais très bien, qui est assez convivial, mais il y a quand même des relations entre les gens, entre les services qui sont un tout petit peu traditionnelles, qu'on passait. Je voulais avoir un peu plus de liberté, un peu plus de folie, un peu moins de distance entre les gens. Et je pense qu'on a vraiment réussi à faire une équipe qui est qui est très jeune, mais qui est très professionnelle, mais qui est très détendue, qui est très simple dans ses rapports. J'exige beaucoup voilà, en termes de performance, mais voilà. Et je pense que les gens s'y sentent bien. Ça fait aussi partie de notre, je dirais, c'est un des avantages d'avoir une mission très claire, de fortes valeurs, quoi. Mais je dirais, voilà, c'est vraiment l'esprit d'équipe, le collectif, c'est un travail de tous les jours hein, pour que tout le monde aille dans le même sens. Mais je crois que c'est la plus grande fierté parce qu'après, il y a beaucoup, beaucoup d'idées qui viennent de tous ces gens-là. Et si on arrive à leur donner la liberté, ben, on est surpris et c'est comme ça que la boîte fonctionne bien. Parler de l'économie que votre entreprise permettait. Donc, vous êtes plutôt partisan de ceux qui pensent que l'écologie permet de faire du profit. Bah, moi, j'ai une vision écologique. Je vous ai cité Bertrand Piccard, mais voilà, j'ai la vision écologique de Bertrand Piccard. Hein. Bertrand Piccard, il cherche des solutions qui sont rentables et bonnes pour la planète. Hein. Je pense que c'est l'avenir. Je pense que si on cherche une décroissance, on va avoir un clash. Les gens ne sont pas demandeurs voilà, de décroissance, ne sont pas demandeurs de retour en arrière. Il faut arriver à faire un progrès, mais qui soit vertueux, qui soit compatible avec les ressources, qui soit. Donc, je crois en cela. Je ne suis pas un béat de technologie, mais je crois que la technologie peut apporter beaucoup de solutions aussi. Donc, il faut bien l'utiliser. Il faut être très exigeant, on va dire, éthiquement sur ce qu'on fait. Mais voilà, je crois en effet que ça peut même être une opportunité hein, pour créer une nouvelle économie. Et puis surtout, en effet, respecter la planète, arrêter de la piller, éviter le réchauffement climatique, parce que ça, c'est dramatique. Hein. C'est sûr que la nature fait beaucoup de choses par elle-même qui sont merveilleuses. Et si on détruit ça, ben, c'est catastrophique. Et quelle est la taille de votre entreprise? Combien Donc aujourd'hui, on a un petit peu moins de 40 d'employés? personnes. Hein. La plupart des gens sont à Toulouse, parce que c'est là qu'on a toutes les opérations de R&D, qu'on a le marketing.
Et puis, on a 2 filiales, une à Hong Kong où il y a des ventes et du support pour nos clients asiatiques, et une aux États-Unis où, pareil, on a vente et support pour les clients nord- et sud-américains. Ok, merci. Et est-ce que vous avez des projets pour le futur ou en ce moment que vous êtes en train de développer? Oui, alors en ce moment, vous savez, dans l'aérien, on est beaucoup occupé à gérer la crise et nos clients qui sont voilà, très, très impactés. Alors, on pense qu'on a une solution qui est tout à fait pertinente parce qu'on réduit leurs coûts. Et puis, dès qu'ils vont sortir de la crise Covid, ils vont reprendre la crise du réchauffement climatique et qu'on a une solution pour ça. Mais oui, on a des projets. Aujourd'hui, notre logiciel, en fait, il fonctionne beaucoup avant le vol et après le vol. Et là, on est en train de développer son petit frère qu'on appelle Skybrief on Board, où les pilotes ont un assistant dans le cockpit connecté qui leur donne des conseils en temps réel, en respectant beaucoup la charge de travail qui doit être minimum, parce qu'il y a des questions de sécurité. Donc ça, c'est un premier projet sur lequel on avance bien. On a des essais en vol qui démarrent très bientôt en Malaisie. Et puis, on travaille aussi à ce que notre logiciel puisse être utilisé par les opérateurs de services aériens, donc la DGAC, voilà, les autorités qui utilisent le trafic, parce qu'on a vu que nos clients utilisaient le logiciel pour discuter avec justement les contrôleurs, pour leur faire modifier des approches pour qu'elles soient plus écologiques. En fait, les gens du contrôle aérien gèrent d'abord la sécurité, gère ensuite évidemment le flux de trafic pour avoir en fait peu de retard. Et après, on vu l'environnement d'abord par le bruit, mais comprennent beaucoup moins les aspects des émissions gazeuses. Et donc, on leur apporte ça pour qu'on puisse avoir la sécurité, avoir le flux de trafic, avoir un bruit réduit et en plus avoir moins d'émissions polluantes ou d'émissions de CO2. Ok, super. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, un mot à nous dire ou quelque chose que vous auriez aimé vous-même savoir avant de vous lancer ou pas spécialement? D'abord, je suis ravi de votre initiative parce que je pense que voilà, c'est bien de voir des jeunes voilà, qui prennent, voilà, qui prennent ce genre d'initiative, qui font ces interviews, qui donnent ces témoignages. Et puis moi, voilà, j'encourage voilà, les jeunes qui sont à TBS ou ailleurs, ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, et c'est un petit peu plus à la mode, vraiment de ne pas hésiter. Et là, peut-être dernier conseil quand même, moi je l'ai fait un peu trop tard en fait, j'ai commencé à 38 ans, mais je pense que n'hésitez pas à le faire à 23 ans, à 24 ans, quand on voit d'ailleurs les très grands, ceux qui ont eu des très grandes réussites, dans tous les domaines d'ailleurs, en sciences. Einstein, c'est quand il était très jeune qu'il a fait ses découvertes. Beethoven, c'est quand il était très jeune qu'il a fait ses grandes symphonies. Steve Jobs, c'était quand très jeune qu'il a fait ça. Zuckerberg, etc. Donc, il ne faut pas hésiter parce que oui, finalement, c'est les jeunes qui définissent le futur. Ils ont beaucoup peut-être moins de compétences, moins d'expérience, mais par contre, ils ont beaucoup moins de préjugés et ils ont une grosse énergie. Donc, moi, je dis, voilà, les jeunes là, en école de commerce ou ailleurs, si vous avez envie, n'hésitez pas, vous n'avez rien à craindre. Et rien à perdre en fait, même s'il y a un échec, il y a beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat, si vous êtes un tout petit peu solide psychologiquement, vous n'allez pas vous en morfondre et vous allez voir que même si vous cherchez un job qui n'est pas un job d'entrepreneuriat par la suite, vous aurez un CV qui détonne, vous aurez appris des milliers de choses, vous serez beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Et si vous n'entreprenez pas, allez dans une start-up, parce que je pense que c'est une école de la vie extraordinaire. Parce que justement, nous, on est une boîte de 40 personnes, mais les gens, ils comprennent tout. Ils voient le digital, ils voient la finance, etc. Parce qu'on est très transparent et avec beaucoup de pratiques modernes. Il y en a certaines qui sont peut-être pas industrielles. Enfin, on va apprendre d'autres choses dans un grand groupe, mais je trouve que c'est une excellente école. Donc, c'est mon message. Ok, bah, merci beaucoup. Marie, Mathilde, est-ce que vous auriez une question ou quelque chose à ajouter? Non, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Non plus, je pense que ça a été très complet et merci, ça va être très inspirant. Je pense qu'on avait besoin de ce genre d'interview pour ceux qui se posent des questions sur l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Bon, bah, c'est moi qui vous remercie. C'était une très bonne initiative de votre part. Et puis, bah, voilà, à bientôt. À bientôt, merci. Merci.